On dit que tu as le pouvoir de voir l'avenir dans ton œil bleu, Elias. Alors regarde-moi, et fais-moi oublier que demain, je n'appartiendrai plus à moi-même. » Ces paroles, murmurées dans le souffle d'une nuit de juillet 1859, flottent encore dans l'air lourd de la chambre. Éléonore de Valmorin est assise devant sa coiffeuse en acajou, ses doigts tremblants serrant le bord du marbre froid. Derrière elle, l'ombre d'un homme se découpe contre les rideaux de dentelle jaunie. C'est Elias. Il ne répond pas tout de suite. Le silence qui s'installe est si dense qu'on pourrait presque l'entendre vibrer, mêlé au chant strident des cigales qui déchirent l'obscurité du bayou, juste au-delà des murs de la plantation. Cette histoire est celle d'un secret enfoui sous les racines des chênes centenaires, un secret qui s'apprête à faire voler en éclats le monde tel qu'ils le connaissent. Si vous aimez les récits où le courage défie les chênes et où la vérité se cache dans les détails les plus infimes, je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout de ce voyage. Avant de plonger dans les ténèbres de la roseraie, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et soutenez notre travail en laissant un commentaire. Dites-moi, sur une échelle de 0 à 10, à quel point le destin d'Éléonore vous touche déjà. Votre engagement est le moteur qui nous permet de raconter ces vies oubliées par l'histoire. L'air en Louisiane cet été-là est une insulte à la respiration. À la roseraie, la demeure ancestrale des Valmorin, l'odeur sucrée et écœurante du jasmin se bat contre les effluves de vases du Mississippi tout proche. C'est une demeure qui meurt debout. Les colonnes blanches de la façade pèlent comme une peau brûlée par le soleil, et les galeries de bois gémissent au moindre courant d'air. Dans son bureau au rez-de-chaussée, le comte de Valmorin noie sa honte dans des verres de cognac qui s'enchaînent. Ses mains sont tachées d'encre et de dettes de jeu. Il a tout perdu, les récoltes de canne à sucre, l'influence de son nom, et bientôt, sa propre dignité. Pour sauver ce qui reste de son empire de poussière, il a passé un accord, un contrat qui ressemble à un acte de vente, bien qu'on l'appelle officiellement un contrat de mariage. Demain, sa fille unique, Éléonore, épousera le baron de Châtenay. Le baron est un homme dont la fortune n'a d'égal que la noirceur de sa réputation. On raconte qu'à la Nouvelle-Orléans, il possède un cabinet de curiosités où il collectionne des objets rares, des ossements d'animaux exotiques, mais aussi des êtres humains aux particularités physiques étranges. Il ne cherche pas une épouse pour l'aimer, il cherche une pièce de collection pour compléter son inventaire de raretés. Mais dans cette chambre à l'étage, l'attention d'Éléonore n'est pas tournée vers son futur bourreau. Elle fixe à travers le miroir le reflet de l'homme qui vient de lui apporter de l'eau chaude. Elias est un mystère vivant. Contrairement aux autres esclaves de la plantation qui s'épuisent dans la chaleur étouffante des champs, Elias a toujours été gardé à l'écart, servant exclusivement dans la maison de maître. Son port est altier, sa silhouette puissante, mais c'est son visage qui fige quiconque croise son chemin. Une mèche de cheveux d'un blanc de neige, pur et immaculé, naît exactement à la racine de son front sombre et retombe sur son visage. Et puis, il y a ses yeux. Son œil gauche est d'un brun profond, une terre fertile et calme. Mais son œil droit est une anomalie de la nature, un saphir électrique, un bleu si intense qu'il semble luire d'une lumière intérieure. Les autres esclaves l'évitent, murmurant qu'il a été marqué par les esprits ou qu'il possède le don de seconde vue. Pour Éléonore, cet œil bleu a toujours été une ancre, la seule chose honnête dans une maison bâtie sur des mensonges. Elias pose le broc de porcelaine sur la commode avec une douceur infinie. Il sait que chaque mot qu'il pourrait prononcer est un risque. Il connaît sa place. Il connaît le poids des chaînes invisibles qui lient son destin à cette famille. Pourtant, lorsqu'il lève les yeux vers Éléonore, il ne voit pas une maîtresse, il voit une âme naufragée. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que la mèche blanche d'Elias et son œil de saphir ne sont pas des caprices du hasard. Ils sont les témoins silencieux d'un crime commis 20 ans plus tôt. Et ce soir, alors que l'orage gronde au loin sur le fleuve, ces marques vont devenir le point de départ d'une révolte que personne n'aurait pu prédire. Éléonore se lève et s'approche de lui. Elle sent la chaleur qui émane de sa présence, un contraste frappant avec la froideur de marbre de son propre père. Elle répète sa demande, sa voix à peine plus haute qu'un murmure de soie. « Fais-moi oublier, Elias. Parle-moi d'autre chose que de ce mariage. Parle-moi du monde tel qu'il est vraiment, pas de celui qu'on m'impose. » Elias baisse la tête un instant.
Il sait que franchir cette barrière, c'est s'exposer à la foudre, mais il sait aussi que le temps presse. Le baron de Châtenay n'arrive pas demain seulement pour Éléonore. Il a eu vent de l'esclave à l'œil bleu. Il a entendu les rumeurs qui circulent dans les salons de la ville sur cette curiosité génétique cachée à la roseraie. Le baron veut posséder la fille pour son nom, mais il veut l'esclave pour son cabinet de merveilles. Elias lève enfin le regard. Son œil bleu semble percer les ténèbres de la pièce. « Il y a des vérités, mademoiselle, que même le plus beau des mariages ne peut effacer, dit-il d'une voix grave et mélodieuse. Vous cherchez l'évasion, mais peut-être devriez-vous chercher la vérité. Elle est parfois plus libératrice que n'importe quelle fuite. » À ces mots, Éléonore frissonne. Elle ne comprend pas encore la portée de ce qu'il dit. Elle ne sait pas que dans le bureau en bas, son père, le comte de Valmorin, cache sous une perruque soigneusement poudrée une mèche de cheveux exactement identique à celle d'Elias. Elle ignore que le sang qui coule dans ses veines est plus proche de celui de cet homme de l'ombre qu'elle ne pourrait l'imaginer. Le comte, à cet instant précis, contemple le portrait de sa défunte épouse, une femme à la beauté fragile qui s'est éteinte peu après la naissance d'Éléonore. Ses yeux sont injectés de sang. Il sait ce qu'il fait. Il sait qu'en vendant sa fille au baron, il achète son propre silence. Mais Elias est là, comme un reproche vivant, un rappel constant du péché qu'il a commis il y a 2 décennies, lorsqu'il a trahi une femme libre de couleur pour protéger un héritage qu'il est en train de gaspiller aujourd'hui. L'incident qui va tout déclencher se produit alors que la pluie commence enfin à tomber, de grosses gouttes lourdes qui frappent le toit de tôle comme des coups de marteau. Dans sa hâte de ranger ses affaires pour le départ du lendemain, Éléonore bouscule accidentellement Elias. Un petit objet s'échappe de la doublure de la veste de service de l'homme et tombe sur le parquet avec un tintement métallique. Elias se précipite pour le ramasser, mais Éléonore est plus rapide. Ses doigts se referment sur un médaillon en argent ciselé, noirci par le temps. Le cœur battant, elle l'ouvre. À l'intérieur, elle ne trouve pas l'image d'un saint ou d'un amant, mais une mèche de cheveux d'un blanc pur, entrelacée avec une mèche de cheveux noirs, et pliée en 4, un morceau de papier jauni dont l'encre a presque disparu. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-elle, son souffle court. « Pourquoi as-tu cela, Elias ?» Le visage d'Elias se décompose. Pour la première fois, la sérénité qu'il affiche d'ordinaire se fissure. Ce médaillon est sa vie, son identité, sa seule preuve d'humanité dans un monde qui le traite comme une marchandise. « Ce n'est rien, mademoiselle. Rendez-le-moi, je vous en prie. C'est un souvenir de ma mère. » Mais Éléonore ne le rend pas. Elle regarde la mèche blanche dans le médaillon, puis elle regarde celle qui orne le front d'Elias. Un souvenir foudroyant lui revient en mémoire. Un après-midi d'enfance où elle avait surpris son père sans sa perruque et où elle avait vu, l'espace d'une seconde, cette même marque d'argent sur son crâne. À l'époque, elle n'avait pas compris. Elle avait cru à une marque de vieillesse précoce. Mais aujourd'hui, devant l'évidence, le lien se tisse dans son esprit avec une violence terrifiante. La tension monte d'un cran. À l'extérieur, le galop d'un cheval se fait entendre sur le chemin de terre détrempé. Ce n'est pas le baron, il n'est attendu que le lendemain. C'est un messager. Il apporte une nouvelle qui va précipiter les événements. Le baron de Châtenay a décidé d'avancer son arrivée. Il sera là dans quelques heures, avant même l'aube. Il est impatient de prendre possession de ses nouveaux biens. Elias s'approche d'Éléonore. Il ne peut plus reculer. Si le baron arrive et trouve ce médaillon, tout est fini. « Mademoiselle, écoutez-moi, dit-il, l'urgence transformant sa voix. Ce médaillon contient un acte de naissance, un acte que votre père a tenté de détruire. Ma mère n'était pas une esclave. Elle était libre. Et selon la loi, je devrais l'être aussi. Mais votre père avait besoin d'un héritier mâle, et quand je suis né avec cette marque, la marque des Valmorin, il a eu peur. Il m'a caché, m'a déclaré mort-né, et m'a gardé ici dans l'ombre pour s'assurer que je ne réclamerai jamais ce qui me revient de droit. Le monde d'Éléonore vacille. L'homme en face d'elle n'est pas seulement son serviteur, il est son frère aîné. Le sang qui crie justice à travers cet œil bleu est le sien. « C'est impossible, » murmure-t-elle, alors que des larmes commencent à brûler ses yeux. « Mon père n'aurait jamais... » « Il a fait bien pire, mademoiselle, et demain il va vous vendre à un monstre pour couvrir ses dettes. » Mais il y a une issue. Elias s'arrête net. Des bruits de voix s'élèvent au rez-de-chaussée. Les portes lourdes de la maison claquent. Le messager crie quelque chose à propos du baron qui traverse déjà le marais. Le temps des murmures est terminé.
C'est ici que tout bascule. Éléonore regarde le médaillon, puis elle regarde Elias. Elle voit les cicatrices sur ses mains, des marques qu'il a toujours cachées sous ses gants de service. Elle voit la noblesse dans son regard, une noblesse que son propre père a perdue depuis longtemps dans les bouteilles de cognac. « Elias, dit-elle, sa voix se raffermissant soudain, tu as dit que ton œil bleu pouvait voir l'avenir. Dis-moi ce que tu vois maintenant. » Elias fixe la fenêtre, où les éclairs illuminent le ciel de Louisiane. « Je vois une maison qui brûle, mademoiselle. Pas par le feu, mais par la vérité. Et je vois 2 personnes qui s'enfuient vers le nord, là où les noms ne signifient rien, mais où les hommes sont libres. Mais la fuite n'est pas si simple. Le baron de Châtenay n'est pas un homme qu'on trompe facilement. Il a des espions partout. Et il possède déjà une partie de la vérité. Il sait que l'esclave à l'œil saphir est la clé de la fortune des Valmorin. Si Elias est reconnu comme le fils légitime, les dettes du comte sont nulles, car la propriété ne lui appartiendrait plus légalement. Le baron veut capturer Elias pour étouffer cette vérité et s'emparer de la roseraie par la force s'il le faut. Éléonore glisse le médaillon dans son corsage. Elle sent le froid du métal contre sa peau. Ce petit objet est devenu l'arme la plus puissante de la plantation. Elle n'est plus la jeune femme brisée qui attendait son sort. Elle est devenue une alliée, une complice de la liberté. Mais alors qu'ils s'apprêtent à quitter la chambre pour rejoindre les écuries, la porte s'ouvre avec fracas. Le comte de Valmorin se tient sur le seuil, une lampe à huile à la main. La lumière vacillante projette des ombres monstrueuses sur les murs. Son visage est déformé par la panique et la fureur. « Elias !» hurle-t-il. « Qu'est-ce que tu fais ici? Retourne à l'office. Et toi, Éléonore, prépare-toi. Le baron arrive. Il exige de vous voir tous les 2 dès son entrée. » Le piège se referme. Le baron ne veut pas attendre le mariage. Il veut procéder à l'inspection de ses acquisitions sur le champ. Éléonore sent le regard de son père se poser sur sa poitrine, là où elle cache le médaillon. Il a vu le mouvement. Il sait. C'est ici que commence la véritable descente aux enfers pour les occupants de la roseraie, une nuit de confrontation, de révélation et de choix impossibles. Car dans l'ombre des couloirs, le baron de Châtenay approche, et il n'apporte pas seulement des chaînes, il apporte le néant pour quiconque osera se mettre en travers de sa collection. Mais Elias ne tremble pas. Il ajuste sa veste, cache sa mèche blanche sous son chapeau de service et murmure à l'oreille d'Éléonore « Gardez le médaillon, mademoiselle. Quoi qu'il arrive ce soir, ne le lâchez pas. C'est notre seule chance de sortir vivant de ce cauchemar. » L'orage éclate enfin pour de bon, noyant les derniers espoirs de calme sous un déluge de fureur. La roseraie tremble sur ses fondations, tandis que les roues d'une calèche grincent sur le gravier de l'allée principale. Le monstre est là. Et la vérité, elle, n'attend plus que le bon moment pour briller de tout l'éclat de cet œil bleu saphir. Mais comment pourront-ils affronter le baron alors que le comte est prêt à tout pour protéger son secret? Et quels autres mystères Elias cache-t-il encore dans les replis de sa mémoire? Le voyage ne fait que commencer, et le prix de la liberté s'annonce plus élevé que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Ne partez pas, car la suite de ce récit va vous emmener au cœur même de la trahison, là où le sang est plus épais que l'eau du fleuve, et où chaque seconde compte pour échapper au destin qui leur a été tracé. Le fracas des roues de la calèche sur le gravier détrempé sonne comme un glas. La pluie qui tombait jusque-là avec une sorte de mélancolie paresseuse redouble d'intensité, transformant les jardins de la roseraie en un bourbier infâme. Éléonore, restée pétrifiée dans sa chambre, sent le médaillon contre sa poitrine. Le métal est froid, mais il semble brûler sa peau. Elle regarde Elias qui se tient maintenant près de la porte, le visage redevenu un masque d'impassibilité servile. Mais dans son œil bleu, elle voit passer une lueur de détermination féroce. Mais ce n'était que le début du cauchemar qui allait s'emparer de la plantation cette nuit-là. Ce que le messager n'avait pas précisé, c'est que le baron de Châtenay ne voyageait pas seul. Il arrivait avec une escorte de 2 hommes à l'allure patibulaire, des chasseurs de primes qu'il employait pour retrouver les pièces manquantes de sa sinistre collection. Éléonore descend l'escalier majestueux, ses doigts glissant sur la rampe en bois de rose dont le vernis s'écaille. En bas, dans le grand hall, son père attend, les épaules voûtées, l'air d'un condamné. La porte d'entrée s'ouvre avec fracas, laissant entrer une rafale de vent glacé et d'humidité. Le baron de Châtenay franchit le seuil. Il est vêtu entièrement de noir.
sa haute stature surmontée d'un chapeau de soie qui brille sous la pluie. Son visage est d'une pâleur cadavérique, ses traits sont fins, presque aristocratiques, mais ses yeux sont vides de toute chaleur humaine. « Valmorin, balbutie le baron en retirant ses gants de cuir avec une lenteur calculée. Vous semblez surpris. Un créancier n'est-il pas toujours le bienvenu, surtout lorsqu'il vient réclamer son dû ?» Le comte de Valmorin tente de retrouver une contenance. « Baron, nous ne vous attendions que demain, ma fille. Elle n'est pas encore prête. » Le baron pose son regard sur Éléonore, qui s'est arrêtée à mi-hauteur de l'escalier. Il ne sourit pas. Son regard l'examine comme un expert évaluerait la dentition d'un cheval ou la pureté d'un diamant. Elle sent un frisson de dégoût lui parcourir l'échine. Elle n'est plus une femme à ses yeux. Elle est une transaction. Mais très vite, le regard du baron dévie. Il cherche autre chose. Ses yeux parcourent les ombres du hall, là où les domestiques se tiennent, tête baissée. « Où est-il, Valmorin ?» demande le baron d'une voix traînante. « Où est cette merveille dont tout le monde parle à la Nouvelle-Orléans? L'esclave à la marque d'argent. On dit qu'il a un œil qui peut voir à travers les âmes. » Le comte blêmit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, baron. Ce ne sont que des rumeurs de cuisine, des contes pour effrayer les enfants. » « Ne me prenez pas pour un imbécile, » riposte Châtenay en frappant le sol de sa canne à pommeau d'argent. « J'ai racheté vos dettes de jeu au cercle des citoyens. J'ai racheté l'hypothèque de cette bicoque qui tombe en ruine. Techniquement, même l'air que vous respirez m'appartient. Je veux voir l'esclave. Maintenant. » Dans l'ombre de l'office, Elias a tout entendu. Il sait que sa vie ne tient plus qu'à un fil. Mais au milieu de cette terreur, une pensée étrange l'habite. Il repense à sa mère, dont le nom n'est plus qu'un murmure dans son cœur. Elle lui disait toujours « Elias, ton œil bleu n'est pas une malédiction, c'est une boussole. Il te montrera le chemin quand le monde deviendra noir. » Ce soir, le monde est plus noir que jamais, mais Elias ne se sent pas perdu. Pour la première fois de sa vie, il ne se sent pas seul. Il a une alliée dans la maison de maître. Éléonore termine de descendre les marches. Elle se place entre son père et le baron. Elle sent le médaillon peser une tonne. « Baron, dit-elle d'une voix étonnamment ferme, vous êtes l'invité de mon père, pas le maître de cette maison. » « Pas encore. La bienséance voudrait que vous acceptiez un verre de cognac et que vous laissiez vos hommes aux écuries. » Le baron la regarde avec une curiosité nouvelle. Il semble apprécier ce regain de caractère. « Très bien, mademoiselle. Jouons le jeu de la courtoisie. Mais sachez une chose, je n'aime pas qu'on me cache ce qui me revient. » Alors que le baron et le comte se dirigent vers le salon, Éléonore croise le regard d'Elias, qui s'apprête à servir les verres. C'est un échange d'une fraction de seconde, mais tout y est dit. La peur, la reconnaissance et un pacte silencieux. Elias s'approche du buffet. Ses mouvements sont fluides, malgré la tension qui lui tord les entrailles. En versant le cognac, il remarque que les mains de son père tremblent tellement que le cristal du verre teinte contre la carafe. Le baron s'installe dans un fauteuil en velours râpé. Il observe le salon avec un mépris non dissimulé. « Vous savez, Valmorin, j'ai une passion pour les raretés. Dans mon cabinet, j'ai une sirène des Fidji desséchée, des textes anciens écrits en langue morte, mais ce que je préfère, ce sont les erreurs de la nature qui révèlent des vérités cachées. » Il marque une pause, fixant Elias qui se tient à quelques pas, immobile. Elias a pris soin de rabattre sa mèche blanche, mais l'éclat de son œil bleu est difficile à dissimuler dans la pénombre. « Saviez-vous, poursuit le baron, que certaines lignées portent en elles des marques qui ne trompent pas? On appelle cela des atavismes, une tache de naissance qui réapparaît après 3 générations, ou une mèche blanche qui désigne le fils d'une lignée maudite. » Le comte de Valmorin lâche son verre. Le cristal se brise sur le tapis et le cognac se répand comme une tache de sang. « Taisez-vous, crie-t-il, perdant tout contrôle. Vous n'êtes ici que pour le mariage. » Le baron rit, un son sec et dénué de joie. « Le mariage? Ce n'est qu'une formalité pour légitimer mon emprise sur vos terres. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la preuve que vous avez fraudé les autorités. Garder un homme libre en esclavage est un crime fédéral, Valmorin. Et si cet homme porte votre sang, c'est un scandale qui vous mènera droit au gibet. » Le silence qui suit est assourdissant. Éléonore sent ses jambes se dérober. Elle regarde son père espérant une dénégation, un cri d'indignation. Mais le comte s'est effondré dans son siège, le visage enfoui dans ses mains. C'est l'aveu le plus cruel qu'il puisse faire. Elias, lui, ne bouge pas. Mais à l'intérieur de lui, un barrage vient de céder.
Toutes ces années de silence, de soumission, de regards détournés, tout cela prend un sens atroce. Il n'était pas seulement un serviteur privilégié parce qu'il était utile. Il était le secret honteux, la preuve vivante d'une trahison que son père ne pouvait ni assumer, ni éliminer. Le baron se lève et s'approche d'Elias. Il lève sa canne et, d'un geste brusque, fait sauter le chapeau d'Elias. La mèche blanche se déploie sur son front, éclatante sous la lumière des lampes à huile. Le baron attrape le menton d'Elias et le force à lever la tête. L'œil bleu saphir rencontre le regard froid du prédateur. « Magnifique !» murmure Châtenay. « Absolument magnifique. Vous valez bien plus que cette plantation en ruine, mon garçon. Une fois que je vous aurai exposé à Londres ou à Paris, les gens paieront des fortunes pour voir le bâtard bleu des Valmorins. C'est ici que quelque chose se brise en Éléonore. Elle ne voit plus le baron comme un prétendant puissant ou un danger inévitable. Elle le voit pour ce qu'il est, un marchand de chair et de misère. Elle se souvient de la phrase d'Elias. La vérité est parfois plus libératrice que n'importe quelle fuite. Elle s'avance, la main posée sur son corsage, sentant le médaillon. « Baron, dit-elle, sa voix vibrant d'une colère froide, vous parlez de preuves. Mais vous oubliez une chose. Les preuves ne servent à rien si elles disparaissent. » Le baron se tourne vers elle, un sourire moqueur aux lèvres. « Et qui les ferait disparaître, ma chère? Votre père est un homme fini. Ses titres de propriété sont dans ma sacoche, ses reconnaissances de dette aussi. Il n'a plus rien. »« Sauf ceci, » répond-elle en sortant lentement le médaillon d'argent. L'effet est immédiat. Le comte lève les yeux, la bouche bée. Le baron, pour la première fois, perd son assurance. Ses yeux se fixent sur l'objet. Il sait ce que c'est. Il a cherché ce médaillon pendant des mois, fouillant les archives de la Nouvelle-Orléans, interrogeant des notaires véreux. « Où as-tu trouvé ça ?» rugit le comte en se levant brusquement. « Rends-le-moi tout de suite. »« Non, père, dit Éléonore en reculant vers la porte. Ce médaillon n'appartient pas à cette maison. Il appartient à Elias. Il contient l'acte d'affranchissement de sa mère. Et s'il est ici, cela signifie que tout ce que vous possédez, chaque acre de canne à sucre, chaque brique de cette maison, appartient légalement à l'héritier que vous avez tenté d'effacer. » Le baron de Châtenay comprend que la situation lui échappe. Si le médaillon contient ce qu'Éléonore prétend, son rachat des dettes du comte ne vaut plus rien. Il ne peut pas racheter les biens d'un homme qui n'en est plus le propriétaire légal. Sa fureur est instantanée. « Saisissez-la » ordonne-t-il à ses hommes qui attendaient dans le hall. « Prenez ce médaillon. » Mais Elias n'est plus l'esclave docile. Au moment où le premier homme s'élance vers Éléonore, Elias bascule la lourde table en acajou, barrant le passage. Dans le chaos qui s'ensuit, les lampes à huile vacillent, jetant des lueurs d'incendie sur les murs. « Cours, Éléonore !» crie Elias. « Le passage du bayou. C'est ici que la véritable épreuve commence. Ils ne sont plus seulement deux êtres fuyant un mariage forcé ou un destin de misère. Ils sont deux porteurs d'une vérité qui peut détruire un empire. » Mais le baron n'a pas dit son dernier mot. Dans la confusion, il sort un pistolet de sa veste. Ce n'était que le début de la nuit. Une nuit où le sang allait couler pour racheter les péchés du passé. Car au-delà des murs de la roseraie, dans l'obscurité du bayou, d'autres forces attendent. Des forces que même le baron de Châtenay n'a pas prévues. Éléonore et Elias se jettent dans l'obscurité du couloir, poursuivis par les cris de fureur et le bruit des bottes sur le parquet. Ils savent que s'ils sont pris, ils ne reverront jamais la lumière du jour. Mais pour la première fois, ils ne courent pas par peur. Ils courent pour la justice. Mais une question demeure. Qu'y a-t-il vraiment dans ce passage du bayou? Et qui est cet homme de loi mystérieux que le comte craignait tant et dont Elias a murmuré le nom dans un souffle? Le secret de la roseraie est sur le point d'être révélé au monde entier. Et rien ne sera plus jamais comme avant. Restez avec nous pour la suite de cette histoire palpitante. Le destin d'Elias et d'Éléonore est sur le point de prendre un tournant que vous n'auriez jamais pu imaginer. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce récit vous captive autant que nous, et préparez-vous, car la vérité a un prix, et ce prix est sur le point d'être payé. L'obscurité du passage secret est absolue, une noirceur si épaisse qu'elle semble palpiter contre les tympans. Éléonore sent la main d'Elias serrer la sienne, une poigne ferme qui est son seul ancrage dans ce monde qui s'effondre. Derrière eux, les échos des cris du baron et les aboiements lointains des chiens de chasse résonnent à travers les parois de briques humides.
Ce tunnel, dissimulé depuis des décennies derrière les boiseries de la bibliothèque, exhale une odeur de terre mouillée et de secrets oubliés. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que le danger ne vient pas seulement de ceux qui les poursuivent. Le bayou dans lequel ce passage débouche est un labyrinthe mouvant où la vie et la mort se côtoient à chaque pas. Si vous pensiez que le plus dur était de quitter la maison de maître, détrompez-vous. Le véritable test de leur lien commence maintenant, dans les entrailles de la terre louisianaise. Elias avance avec une assurance surprenante. Pour lui, ce tunnel n'est pas une découverte. C'est ici qu'il venait se réfugier lorsqu'il était enfant, fuyant les regards inquisiteurs et la solitude imposée par son statut de curiosité. Il connaît chaque pierre glissante, chaque embranchement où les racines des chênes ont percé la maçonnerie. « Éléonore, n'ayez pas peur », murmure-t-il, sa voix résonnant étrangement dans le conduit étroit. Nous approchons de la sortie, mais une fois dehors, nous devrons être plus silencieux que les ombres. Le baron ne lâchera pas prise. Pour lui, je suis une fortune, et vous êtes son trophée. Éléonore trébuche sur une racine, mais Elias la rattrape de justesse. À cet instant, elle ne ressent plus la barrière sociale qui les séparait autrefois. Elle ne voit plus l'esclave de son père. Elle sent battre le cœur d'un homme qui a été privé de tout, même de son nom pour protéger l'orgueil d'un lâche. Une question la hante, plus douloureuse que les éraflures sur ses bras. Comment son père a-t-il pu vivre 20 ans en regardant son propre fils le servir à table sans jamais laisser transparaître un gramme de remords? Ils atteignent enfin une grille de fer forgé, à moitié dévorée par la rouille et recouverte de mousse. Elias pousse de toutes ses forces, ses muscles se tendant sous sa veste de service déchirée. Dans un gémissement métallique qui lui glace le sang, la grille cède. Devant eux s'étend le bayou, une étendue d'eau noire et stagnante, où les cyprès chauves se dressent comme des spectres drapés de mousse espagnole. L'air extérieur est encore plus lourd que dans le tunnel, chargé d'une électricité qui annonce la suite de l'orage. Le tonnerre gronde, plus proche cette fois, faisant vibrer le sol spongieux. « Nous devons atteindre le grand chêne », dit Elias, en désignant une silhouette massive qui se découpe contre les éclairs. « C'est là que les marrons se rassemblent. Si nous arrivons à les joindre avant que les chiens ne nous trouvent, nous avons une chance. Mais c'est ici que les choses se corsent. Alors qu'ils s'enfoncent dans l'eau boueuse jusqu'aux genoux, un cri déchire la nuit. Un cri d'homme, suivi d'un coup de feu. Le baron a envoyé ses pisteurs par le chemin de la rive. Les lumières des torches commencent à danser entre les troncs d'arbres, se rapprochant avec une rapidité effrayante. Elias s'arrête net. Qu'il regarde Éléonore, puis le médaillon qu'elle serre toujours contre elle. Son œil bleu semble capter la moindre lueur de la lune cachée derrière les nuages. Il sait que le rythme de la poursuite s'accélère. Les pisteurs du baron sont des professionnels, des hommes qui tractent les fugitifs pour le plaisir autant que pour l'argent. « Donnez-moi le médaillon, Éléonore, demande-t-il soudain. « Pourquoi? C'est notre preuve. Si tu le perds, je ne vais pas le perdre. Mais s'ils nous séparent, c'est moi qu'ils chasseront en priorité. Ils me veulent vivant. Vous, ils ne feront que vous ramener à votre père. Si vous avez le médaillon, vous êtes en danger de mort. S'ils pensent que je l'ai, ils se concentreront sur moi. » Éléonore secoue la tête, les larmes aux yeux. « Je ne te laisserai pas faire diversion, Elias. Nous avons commencé cela ensemble. Tu es mon frère. » Ce mot, prononcé pour la première fois à voix haute, semble figer le temps. Elias marque un temps d'arrêt, son visage s'adoucissant malgré la fureur des éléments. « Un frère », répète-t-il doucement. « J'ai attendu toute ma vie d'entendre ce mot. Mais c'est précisément parce que je suis votre frère que je dois vous protéger. » Cependant, avant qu'ils ne puissent décider de la suite, une silhouette émerge des fourrés devant eux. Ce n'est pas un pisteur du baron. C'est un homme âgé, aux cheveux crépus et blancs, vêtu de harde, mais portant un fusil avec une autorité naturelle. C'est Malachi, le chef du camp des Marrons, un homme que l'on disait mort depuis 10 ans. « Elias ?» demande l'homme, sa voix comme le craquement de feuilles mortes. « Nous avons entendu le coup de feu. Il y a une femme avec lui, » ajoute Malachi, en posant son regard méfiant sur Éléonore. « Une Valmorin, qu'est-ce que cela signifie? Elle est avec moi, Malachi. Elle a la preuve. Elle a l'acte de sa mère. » L'atmosphère change instantanément. Les marrons, cachés dans l'ombre des arbres, commencent à se montrer. Ce sont des hommes et des femmes qui ont tout risqué pour leur liberté. Pour eux, le nom de Valmorin est synonyme de souffrance. Mais le respect qu'ils portent à Elias semble l'emporter sur leur haine.
Mais le répit est de courte durée. Les aboiements se font plus pressants. Les chiens ont trouvé l'entrée du passage secret. Le baron n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. On entend désormais sa voix, déformée par la rage, ordonnant à ses hommes de ne pas tirer sur l'esclave. C'est alors qu'un nouveau tournant se produit, une révélation qui change radicalement la donne. Malachie s'approche d'Éléonore et, d'un geste brusque mais pas agressif, retire le médaillon de ses mains. Il l'examine à la lueur d'une lanterne sourde. « Ce médaillon, » murmure Malachie, « il y a un double fond. » D'un ongle précis, il fait sauter une petite plaque de métal à l'arrière du bijou. À l'intérieur se trouve un petit rouleau de parchemin, encore plus fin que le premier. Malachie le déploie avec précaution. Ce n'est pas seulement un acte d'affranchissement. C'est un acte de mariage. Un mariage secret célébré devant Dieu et devant un prêtre qui n'avait que faire des lois des hommes entre le comte de Valmorin et la mère d'Élias. Le silence tombe sur le groupe, plus lourd que l'orage. Cela signifie qu'Élias n'est pas un bâtard. Il est le fils légitime, né d'une union légale aux yeux de l'Église, même si elle était interdite par les lois de l'État de l'époque. Selon le testament du grand-père d'Éléonore, le domaine de la roseraie ne pouvait être transmis qu'à un héritier mâle légitime. Toute la fortune, toutes les terres, tout ce que le comte a tenté de vendre au baron, rien de tout cela ne lui appartient. Tout appartient à Élias depuis le jour de sa majorité. Le comte n'a pas seulement caché un fils, il a volé un héritier pendant 20 ans. Le pire restait à venir. Le baron, dans sa folie, ne reculerait devant rien pour obtenir ce parchemin. S'il le détruit, Élias redevient une marchandise, et le comte peut continuer sa transaction. Éléonore sent une force nouvelle l'envahir. Elle regarde Élias, dont l'œil bleu brille maintenant d'une compréhension tragique. Il n'est plus seulement un fugitif. Il est le véritable maître de la roseraie, celui qui a le pouvoir de libérer tous ceux qui souffrent sur ces terres. « Malachie, » dit Élias, sa voix vibrant d'une autorité nouvelle, « préparez vos hommes, nous ne fuyons plus, nous retournons à la maison. Mais cette fois, nous n'entrerons pas par le passage secret, nous entrerons par la grande porte. Mais comment pourront-ils affronter le baron et ses hommes armés? Et le comte, acculé par ses propres mensonges, choisira-t-il de se racheter ou de sombrer définitivement dans la trahison? La nuit est loin d'être finie, et le sang qui s'apprête à couler sera le prix d'une justice trop longtemps différée. Restez avec moi, car le dénouement approche. Ce qui va se passer dans le grand salon de la roseraie va changer le destin de la Louisiane pour toujours. Ne manquez pas la conclusion de cette épopée, où la marque d'argent et l'œil de saphir vont enfin trouver leur véritable place. Le courage d'une sœur et la vérité d'un frère sont sur le point de faire trembler les fondations d'un monde injuste. La tempête qui fait rage au-dessus de la roseraie semble vouloir arracher la maison à ses fondations. Dans le grand salon, les lustres de cristal s'entrechoquent avec un tintement sinistre, tandis que le baron de Châtenay, le visage tordu par une impatience meurtrière, pointe son pistolet vers la porte. Il ne s'attendait pas à ce que le silence de la nuit soit brisé par le fracas des battants qui s'ouvrent violemment. Mais ce n'est pas le vent qui entre, c'est Élias. Il se tient debout, trempé jusqu'aux os, sa mèche blanche collée sur son front et son œil bleu saphir brillant d'une clarté surnaturelle sous les éclairs. Derrière lui, Éléonore s'avance, tenant fermement le parchemin trouvé dans le double fond du médaillon. Ils ne sont plus des fugitifs, ils sont les juges d'un monde qui se meurt. « Assez de mensonges, père !» crie Éléonore, sa voix dominant le grondement du tonnerre. « Le contrat que vous avez signé avec cet homme est nul. Vous n'avez jamais possédé la roseraie. Vous n'avez jamais possédé Élias. » Le baron ricane, son doigt se contractant sur la détente. Une petite feuille de papier ne changera rien à la réalité des dettes et des titres de propriété que je tiens dans ma main. Valmorin ordonne à tes chiens de se saisir d'eux, ou je règle cela moi-même. Mais le comte de Valmorin ne bouge pas. Il fixe Élias, et pour la première fois, il ne voit pas une honte qu'il faut cacher, mais le reflet de sa propre âme dévastée. Le poids de 20 ans de trahison s'abat sur lui. Sa perruque est de travers, laissant apparaître la mèche blanche identique à celle de son fils. Le masque est tombé. C'est alors qu'une troisième voix s'élève, calme et implacable. Elle vient du fond du hall, là où un homme en redingote noire et portant une mallette de cuir vient de faire son entrée, escorté par Malachie et ses hommes. C'est Maître Lefebvre, le notaire de la paroisse, un homme dont l'intégrité était la seule chose que le comte craignait encore.
Le baron a raison sur un point, dit le notaire en s'avançant dans la lumière. Un papier ne change rien s'il n'est pas authentifié. Mais mademoiselle Éléonore m'a fait parvenir un message secret ce soir, et j'ai passé les dernières heures à vérifier les registres paroissiaux que le comte pensait avoir fait disparaître. Lefebvre ouvre sa mallette et en sort un document officiel, frappé du sceau de l'État. Monsieur le baron, vous avez racheté les dettes d'un imposteur. Cet homme, que vous appelez esclave, est Elias Valmorin, fils légitime du comte et de Marie-Louise Labat, femme libre de couleur. Le mariage a été enregistré légalement à Saint-Domingue, avant leur arrivée ici. En cachant cette vérité, le comte a commis une fraude successorale majeure et un crime fédéral en maintenant un citoyen libre en servitude. Le pistolet du baron tremble. Sa fortune, son prestige, son cabinet de curiosité, tout son univers repose sur l'achat et la vente de ce qu'il ne peut plus obtenir. Si Elias est libre et héritier, le baron n'a plus rien. Il a investi ses derniers fonds pour racheter des dettes qui n'ont aucune valeur légale sur un domaine qui appartient à Elias. C'est un complot, rugit Châtenay. Je vous briserai tous. Mais Malachy et les marrons se rapprochent, leurs silhouettes sombres encadrant la porte. Le baron comprend qu'il est seul. Ses propres hommes de main, voyant le notaire et l'autorité de la loi, reculent. Ils ne sont pas payés pour affronter la justice fédérale. Dans un dernier geste de désespoir, le comte de Valmorin s'effondre à genoux devant Elias. « Pardonne-moi, balbutie-t-il, les yeux vides. Je voulais seulement sauver le nom. Je voulais seulement... » Elias le regarde, mais il n'y a ni haine ni joie dans son expression. Seulement une immense lassitude. « Le nom que vous vouliez sauver n'existe plus, monsieur, » dit-il d'une voix qui semble porter le poids de toutes les générations sacrifiées. « Vous avez passé votre vie à essayer d'éteindre la lumière dans mon œil, mais c'est vous qui finissez dans l'obscurité. » L'épilogue de cette tragédie se joue dans les semaines qui suivent. Le scandale secoue toute la Louisiane. Le baron de Châtenay, ruiné par l'annulation de ses contrats et poursuivi pour tentative d'enlèvement d'un homme libre, fuit vers l'Europe, laissant derrière lui une réputation en lambeaux. Le comte, déclaré inapte et hanté par des visions de la femme qui l'a trahi, finit ses jours dans l'isolement d'un hospice, murmurant des excuses à des ombres. La roseraie est saisie pour payer les créanciers légitimes, mais Elias ne cherche pas à reconstruire l'empire de son père. Il vend les terres, morceau par morceau, pour assurer l'affranchissement et l'avenir de tous ceux qui ont travaillé sur cette plantation. La scène finale nous emmène sur le pont d'un bateau à vapeur qui remonte le Mississippi vers le nord. Le soleil se lève, chassant les brumes du fleuve. Éléonore et Elias sont debout contre le bastingage. Ils ne portent plus les vêtements de la servitude ou de l'aristocratie déchue. Ils portent des habits simples, ceux de voyageurs ordinaires. Elias retire son chapeau, laissant sa mèche blanche flotter librement dans le vent. Son œil bleu capte les premiers rayons du jour. Ils ne sont pas amants, ils sont bien plus que cela. Ils sont les gardiens d'une vérité conquise de haute lutte. Ils se dirigent vers une terre où leur sang ne sera plus une sentence, mais une simple composante de leur humanité. « Regarde, Elias », murmure Éléonore en désignant l'horizon. « Le monde semble plus vaste, n'est-ce pas ?» Elias sourit, et pour la première fois, son regard est apaisé. « Il est assez vaste pour nous deux, ma sœur, assez vaste pour tout le monde. » La morale de cette histoire restera gravée dans les mémoires. Aucune chaîne n'est assez solide pour contenir la vérité, et aucune marque physique n'est une malédiction quand on a le courage de la porter comme un étendard de justice. La véritable noblesse n'était pas dans le titre de comtesse d'Éléonore, mais dans sa capacité à reconnaître son frère dans l'esclave que tout le monde ignorait. Si ce récit de courage et de vérité vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé du destin d'Elias et Éléonore et donnez-nous une note de 0 à 10 pour cette aventure. Votre soutien nous permet de continuer à faire revivre ces voix du passé. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans les secrets de l'histoire.